pourrait peut-être essayer de jouer un jeu d'échecs très stratégique, c'est-à-dire que certains groupes pro-palestiniens n'ont pas voulu rencontrer Karim Khan. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, il est dans le contradictoire. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne pourra pas laisser ces actes impunis. Il a également évoqué que ces familles n'avaient pas besoin que d'empathie, mais elles avaient besoin d'action. Donc, effectivement, on peut dire aujourd'hui qu'il a pris en main ce dossier, qui fait ses enquêtes, qui fait des auditions à La Haye, puisque pendant une semaine, ces témoins, ces rescapés, les parents de victimes sont venus témoigner, et qu'on espère peut-être que cette plainte aboutisse. Déborah, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes juriste international. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur le dépôt d'un recours déposé la semaine dernière par les familles des otages en particulier, mais on va dire par l'ensemble des victimes du 7 octobre, celles qui sont rescapées de ces horreurs et de ces massacres du 7 octobre, qui ont déposé un recours la semaine dernière devant la Cour pénale internationale. À la différence du débat dont on avait parlé il y a de cela quelques semaines au sein de la Cour internationale de justice, les deux sont à La Haye, elles n'ont pas les mêmes fonctions. Alors, le recours qui a été déposé par les familles la semaine dernière, quel est son objectif et quelles sont les chances d'aboutir à un tel recours devant la Cour pénale internationale qui, comme vous allez nous le préciser, ne juge pas les pays, mais juge les individus, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Daniel. Alors, effectivement, on fait un petit peu... On revient un petit peu en arrière par rapport à la chronologie de toute l'épopée, on va dire, ou de toute l'historique des plaintes déposées contre Israël par l'État de Palestine ou par l'Afrique du Sud. Et vous avez bien fait de le noter, puisque on est dans deux juridictions totalement différentes, même si les deux appartiennent à La Haye, les deux sont totalement indépendantes. Effectivement, en cours, pour l'instant, auprès de la Cour internationale de justice, qui ne juge que les pays, la plainte effectivement qui a été déposée par l'Afrique du Sud, on le sait, oui, qui va pouvoir dans les 30 jours faire ses observations par rapport à ce que va faire Israël, puisque la Cour a demandé, même si elle n'a pas prononcé de cessez-le-feu, elle a quand même demandé, sommé en tout cas Israël, de rendre un rapport dans les 30 jours, et pour laquelle l'Afrique du Sud pourra faire un rapport. Donc ça c'est en cours, et c'est contre Israël, sur le fait de savoir s'il y a eu des actes génocidaires ou pas dans le cadre de la convention qui a signé en fait la convention de génocide dont est signataire Israël et pour laquelle elle peut être et donc elle a été effectivement appelée à se justifier devant les 15 juges qu'on connaît, dont Aaron Barak, et ça c'est en cours. En revanche, et si vous vous rappelez, on avait eu la visite surprise de Karim Khan, qui lui est le procureur de la Cour pénale internationale. Cette cour pénale a pour but de poursuivre des individus qui auraient commis des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Alors, sur ce point-là, rappelez-vous également que Bensadoul Fatou, l'ancienne procureure, avait ouvert une enquête en 2021 qui avait été effectivement validée par un trio, un collège de juges de la Cour pénale internationale et qui avait permis de remonter les actes depuis 2014, nous en avions parlé, puisque cette enquêtrice, en fait, la procureure, avait tout pouvoir pour pouvoir enquêter sur des actes qu'aurait commis l'armée en Cisjordanie et à Gaza. Donc, depuis cette légitimisation, si je puis dire, de pouvoir enquêter sur des territoires, entre guillemets, de l'État palestinien, on a élargi la possibilité, effectivement, également de couvrir les actes qui seraient commis à Gaza. Et rappelez-vous également, le 7 octobre, lors des massacres, quelques jours après, Yael Yedelman, la fille du multimilliardaire israélien, son père qui avait été assassiné à Nova, son père avait lancé déjà, avec un petit groupe de victimes, en tout cas de parents de victimes des massacres, des plaintes auprès de La Haye. Et effectivement, on s'était demandé comment cette cour pourrait avoir une légitimité sur Gaza, sachant que Gaza est détenu par un groupe terroriste, bien évidemment au pouvoir, mais sans vraiment l'avoir été admis. Est-ce que ce groupe terroriste répond à l'État de Palestine? Est-ce que ce groupe terroriste est signataire? Parce qu'on est quand même un petit peu dans un délire, c'est-à-dire que sur certains points, on admet la légitimité du Hamas pour pouvoir, si vous voulez, même répondre en justice de ces actes. Donc on en est là, et récemment,
un plus grand groupe de plaignants a déposé auprès de cette même Cour pénale internationale, et les juristes qui avaient préparé cette plainte depuis 4 mois, puisqu'il y a beaucoup de familles qui sont allées en personne avec les juristes israéliens et avocats internationaux, déposer cette plainte à La Haye pour demander effectivement à ce que les membres du Hamas, les chefs de ce groupe terroriste, puissent être traînés devant la Cour pénale internationale et qu'on puisse les diffuser des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Alors, d'abord, comment cette requête a été accueillie par la Cour pénale internationale et quelles sont les chances d'aboutir, de voir cette requête aboutir ? Alors, effectivement, j'ai regardé un petit peu hier sur les actualités de Karim Khan, notamment sur le site officiel de la Cour. Pour l'instant, l'enquête suit son cours. Évidemment qu'il avait promis à toutes ces familles de victimes de faire la lumière sur les actes. J'ai également pu lire qu'il y avait déjà eu la semaine dernière des auditions de victimes, de parents de victimes, puisque en fait l'enquête vient à la Cour pénale internationale. On sait très bien que la rencontre a été officieuse. Israël ne permet pas, Israël ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale. Donc Karim Khan, qui n'a pas besoin au demeurant de la coopération d'Israël et de l'État de Palestine, poursuit son enquête, fait venir en fait les familles de victimes, les témoins, les rescapés de Nova, des festivités de Nova. Et donc, en fait, à partir de là, lui va constituer une enquête. Alors, il faut aussi savoir quand même que cette fois-ci, on pourrait peut-être essayer de jouer de façon à un jeu d'échecs très stratégique. C'est-à-dire que certains groupes pro-palestiniens n'ont pas voulu rencontrer Karim Khan. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, il est dans le contradictoire. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne pourra pas laisser ces actes impunis. Il a également évoqué que ces familles n'avaient pas besoin que d'empathie, mais elles avaient besoin d'action. Donc, effectivement, on peut dire, Daniel, aujourd'hui, qu'il a pris en main ce dossier, qui fait ses enquêtes, qui fait des auditions à La Haye, puisque pendant une semaine, ces témoins, ces rescapés, les parents de victimes sont venus témoigner, et qu'on espère peut-être que cette plainte aboutisse effectivement à des mandats d'arrêt internationaux contre les membres du Hamas. Effectivement, lorsque vous parlez de la Cour pénale internationale, on a souvent le sentiment que l'acteur dominant, c'est le procureur, mais qui sont les juges de la Cour pénale internationale ? Est-ce que ce sont des juges un peu comme dans la Cour internationale de justice qui sont représentants de pays, ou alors c'est un aéropage de juges qui sont décidés arbitrairement ? Non, ils sont effectivement, il y a un règlement, c'est le règlement, le traité de Rome, qui les nomme. Donc, il y a chaque pays qui a été en fait signataire de ce traité de Rome. Donc, je vous rappelle que Israël n'est pas signataire de ce traité de Rome. Ces pays donc se réunissent. Ça peut être des forums, des quorums de juges plus ou moins important selon les affaires à traiter. Mais effectivement, encore une fois, la problématique qui pourrait se poser, c'est qu'ici, il n'y a pas de représentant d'Israël. Israël s'est toujours fermement opposé à laisser cette cour s'immiscer dans ses actions, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza. Donc effectivement, il n'y a pas eu d'aboutissement. Encore que, et on en avait également parlé par le passé, que certains chefs généraux, commandants d'armée pourraient se voir diffuser un mandat d'arrêt à leur encontre dans certains pays et être arrêtés dans ces pays qui sont signataires du traité de Rome. Alors, un dernier point, je lisais dans la presse israélienne de ce matin, on va en parler dans la revue de la presse, que il y a à nouveau une activité, on va dire, diplomatico-judiciaire à La Haye, avec une volonté de la part, en fait, un recours qui a été déposé devant, cette fois, la Cour internationale de justice, dont on a parlé ce matin. Il s'agit cette fois de parler de la légalité de l'occupation israélienne des territoires. Est-ce que, et là, je voudrais savoir, Israël a décidé de ne pas coopérer avec la Cour internationale de justice parce qu'elle estime que ce n'est pas de son mandat de débattre de ce sujet. C'est effectivement le cas, à votre avis, en tant que juriste ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Israël n'a pas voulu, ne donne pas cette légitimité à la Cour de pouvoir, on va dire, judiciairement délimiter les frontières d'Israël. On le sait, ça doit être un acte qui doit être fait entre des parties, ça doit être quelque chose de négocié. On ne délimite pas des frontières
pour savoir si effectivement judiciairement ce pays appartient à la Palestine d'avant 67 ou pas. Et sur ce point-là, Israël a été très clair. En revanche, et ça a été un point important, c'est que la Cour a quand même rappelé, et je pense que la Cour internationale de justice, justement, ne s'est pas prononcée sur un cessez-le-feu parce qu'elle n'est pas en mesure d'avoir des capacités au niveau exécutif de pouvoir s'immiscer dans un cessez-le-feu. C'est pour ça qu'elle s'en est abstenue, mais on verra la suite avec l'Afrique du Sud. Mais sur le volet de la Cour pénale internationale, elle précise effectivement qu'elle elle n'a pas les capacités, ce n'est pas son rôle de délimiter les frontières, mais en revanche, vu que l'État de Palestine a déposé ses instruments et qu'elle est reconnue non pas seulement comme un État observateur, puisqu'on sait qu'elle a ce statut auprès de l'ONU, mais comme un État partie qui peut ester en justice, puisqu'elle a déposé également des plaintes contre Israël, alors les juristes israéliens ont utilisé, si vous voulez, ce statut, cette légitimité de l'État de Palestine pour pouvoir déposer contre elle. À charge de savoir si Karim Khan va considérer le Hamas comme un groupe appartenant à l'autorité palestinienne, donc qui serait un bloc et qui ne serait pas séparé, on va dire, au niveau politique, puisqu'on sait très bien qu'il y a quand même eu des élections et que les Gazaouis ont voté pour le Hamas et que le Hamas entretient quand même des liens avec l'autorité palestinienne. Ça sera une question et effectivement on risque de revenir à un sujet politique de savoir si le Hamas appartient à l'État de Palestine. Ça va être une réflexion et effectivement également de savoir si le territoire de Gaza peut être considéré comme un État de Palestine puisqu'on le sait qu'il est sous l'emprise du Hamas. Une dernière question en 1 minute, s'il vous plaît, Déborah. On le voit, ça se multiplie, on va dire, les requêtes dans une ou dans l'autre des cours internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, au ministère des Affaires étrangères ou dans d'autres ministères, il y a des cellules, on va dire, de crise qui sont capables de faire face à ce qui se présente comme une sorte d'offensive ou de contre-offensive contre l'État d'Israël sur la scène internationale ? Oui, tout à fait, Daniel. Il y a des groupes d'avocats qui sont mandatés. Ils travaillent effectivement également avec des avocats internationaux. C'est quand même, c'est un cercle très fermé, les avocats internationaux, puisque il faut savoir maîtriser les outils internationaux, les conventions internationales. La question, c'est de savoir effectivement si on risque pas au final de tomber dans un piège, puisque, comme vous dites, Daniel, les requêtes se multiplient, les plaintes se multiplient, et Israël est tentée puisqu'elle a tout un arsenal de preuves depuis le 7 octobre. Elle est tentée de montrer ces preuves, de prouver effectivement le caractère terroriste de ce groupe, de prouver qu'elle était dans un cadre de légitime défense. Mais attention, parce que le revers de la médaille, le retour de bâton risque d'être très préjudiciable, si je puis dire, pour Israël, puisqu'on le sait, Fatou Bensouda a demander une enquête rétroactive, ce qui voudrait dire que, oui, dans un premier temps, on pourrait avoir une des décisions favorables dans le cadre du traitement et de la conclusion de cette enquête pour pouvoir mener des procédures et diffuser des mandats d'arrêt contre les membres du Hamas, mais attention, également dans un second temps, de vérifier si l'armée israélienne a respecté le droit de la guerre, n'a pas commis des crimes contre l'humanité dans les territoires de Cisjordanie, puisqu'on le sait, cette enquête est rétroactive. Donc, quelque part, on donne un petit peu d'espoir à Israël sur le fait qu'on va légitimer son action, qu'on va rendre justice à ses familles, comme l'a dit Karim Khan, le procureur. Mais attention, il risque d'y avoir des conséquences à ça, puisqu'on va devoir répondre devant ces deux institutions judiciaires, internationales, des actes d'Israël. Donc, il va falloir jouer la carte de la prudence, savoir ce qui va être possible ou pas, sachant qu'il risque d'y avoir des retombées judiciaires pour Israël. Merci beaucoup, Maître Déborah Abitbol, donc juriste international, de nous avoir éclairé donc sur ces dossiers assez complexes, il faut bien l'avouer. C'est pas toujours à la portée de tout le monde, mais enfin merci de nous l'avoir simplifié ou vulgarisé d'une certaine manière. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt, Shavua Tov. Bonne journée, Daniel.